Après l'explosion du pont de Crimée le samedi 8 octobre, 200 missiles ont été lancés par la Russie sur l'Ukraine. Le conflit militaire russo-ukrainien continue à monter en intensité. Mais quelles sont les origines de la guerre en Ukraine? Quels sont les enjeux pour les différentes parties concernées? Et comment la guerre va-t-elle se terminer? Écoutez Jean Bégouré, politologue et spécialiste des relations sino-russes. Est-ce qu'on peut revenir sur les origines de cette guerre? Parce qu'on entend deux versions différentes. Oui, tout à fait. Il y a une première origine qui est celle qui est exposée par le bloc euro-américain, qu'on peut appeler donc le bloc atlantiste, qui consiste à dire que la guerre a commencé lorsque Vladimir Poutine a lancé ses troupes le 24 février 2022, le lendemain de la fête de l'armée, qui est le 23 février, qui s'appelle le jour du défenseur de la patrie, donc qui a choisi ce jour-là pour lancer cette offensive. Donc ça, c'est la version Poutine a agressé l'Ukraine et donc c'est un envahisseur d'un pays souverain. L'autre version, c'est celle qu'on entend beaucoup moins facilement chez nous, qui est celle de dire, du point de vue russe, ça fait des années que l'OTAN veut se rapprocher de la Russie. C'est celle qui est également retenue par l'ambassadeur Louchaïe lorsqu'il dit qu'il y a eu 5 vagues successives de rapprochement de l'OTAN à l'égard vers les frontières de la Russie. Donc ça a commencé dès la dissolution de l'Union soviétique en 1991. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Et ensuite, il y a eu non seulement ça, mais plus particulièrement en ce qui concerne l'Ukraine, à l'époque où l'Ukraine était en train de se chercher pour une voie de rapprochement à la fois vers l'Europe et aussi vers la Russie, pour garder ses attaches avec la Russie de l'époque de l'Union soviétique, mais surtout parce que c'était à la fois un rapprochement culturel et un rapprochement économique, de maintenir un côté russe et un côté pour essayer de se rapprocher de la démocratie libérale occidentale. Donc ça, c'était dans les années 2013, mais avant, pendant plusieurs années, les États-Unis ont fait de l'entrisme à travers des organisations non gouvernementales, en particulier financées par la NED. Donc Victoria Nuland, qui était à l'époque qui était la représentante pour l'Europe, pour la Russie des États-Unis, a animé cette politique, et les États-Unis ont dépensé 5 milliards de dollars pour faire que l'Ukraine se rapproche à tout prix du bloc atlantiste. Et ça s'est terminé par le coup d'État de Maïdan, qui a survenu donc qui a survenu en novembre 2013, la veille du jour où Viktor Yanukovych, qui était le président élu ukrainien à l'époque, était sur le point de signer l'entrée de l'Ukraine dans l'Union économique eurasiatique, donc avec la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie. Donc ça aurait créé un espace qui était, économique, avec une quantité de population suffisamment importante pour que ça représente un bloc qui dépasse 200 millions d'habitants, donc un bloc économique, pas militaire, un bloc économique qui puisse faire le poids à côté de l'Europe, et en même temps aussi avoir un partenariat avec la Chine dans la perspective de la future des projets de route de la soie. Donc là, le coup d'État de Maïdan est arrivé juste avant que Yanukovych puisse signer, et donc il a été renversé. Les élections qui avaient précédé étaient des élections qui donnaient plutôt une majorité favorable au rapprochement avec la Russie. Mais après le coup d'État de Maïdan, la situation a été différente parce que les partis pro-russes ont été interdits. Il y avait 11 partis pro-russes qui ont été interdits.
Et aussitôt après le coup d'État et l'élection de Porochenko dans ces conditions de coup d'État, a commencé une politique de dérussification où les gens qui parlaient russe n'ont plus le droit de parler russe, on leur a imposé de parler l'ukrainien alors qu'ils ne le parlaient pas, en particulier dans l'est de la Russie. Toute la moitié est, c'est-à-dire si on prend une diagonale qui va d'Odessa à Kharkov, la partie qui est à l'est de cette diagonale, les gens ne parlent pas ukrainien, c'est pas leur langue. Alors que les gens qui sont à l'ouest, qui sont plutôt du côté de Lvov, l'ancienne Galicie, qui était une ancienne province de l'Empire austro-hongrois, bon, ces gens-là parlent une langue qui est proche du polonais et qui a été créée en fait après 1918, après la création de l'Ukraine, lorsque l'Ukraine a été formée pendant la Révolution russe, lorsque les Allemands avaient besoin de matières premières et de céréales, et les Allemands et les Austro-Hongrois, et ils ont profité de la Révolution russe pour mettre en place des nationalistes ukrainiens qui ne représentaient que l'ouest de l'Ukraine, avec des nobles, je pense en particulier à l'ataman Skoropadsky, qui était russe, mais bon, ça lui permettait, en s'associant avec les Ukrainiens, d'avoir un fief à lui. Et donc, au traité de la paix de Brest-Litovsk en 1918, donc cet ensemble-là a réussi à obtenir des Allemands un pays dans lequel on arrachait une partie de la Russie qui était en guerre civile, c'est-à-dire la partie est, c'est-à-dire le Donbass et puis les régions d'Odessa, pour les joindre aux parties qui étaient effectivement ukrainienne, et pour faire un pays qui allait fournir à l'Allemagne et à l'Empire austro-hongrois, qui allait fournir du minerai, parce qu'il n'y en avait pas dans la partie ouest, donc du minerai du Donbass et des céréales de la partie ouest. Voilà les conditions de création, ce qui a permis de créer l'Ukraine. Donc, ces gens qui étaient russes de l'est de l'Ukraine, en 2014, après le coup d'État de Maïdan, on leur a dit, maintenant vous oubliez tout ce qui est russe. Dans l'administration, on n'utilisera que l'ukrainien. À l'école, les enfants n'apprendront que l'ukrainien et puis le russe. Et on va supprimer les références aux poètes et aux écrivains russes. Il n'y aura plus que Gogol et Taras Shevchenko. On oublie Dostoïevski, Tolstoï, Pouchkine, etc. Donc, à partir de 2014, évidemment, il y a des gens auxquels ça n'a pas plu, donc en particulier les gens de l'Est. Et là, ils se sont révoltés et ils ont eu droit à une opération de police, qui était appelée une opération de police, de la part du gouvernement de Kiev, pour ramener ces gens à la raison et pour les obliger à accepter ces mesures. Et à partir de 2014 jusqu'à cette année, c'était bombardement incessant. Dans ces régions, il y en a eu deux qui sont bien connus maintenant. On n'entend jamais parler, enfin on entend rarement parler... Oui, on n'en a pas parlé, c'est-à-dire c'est comme, en Irak il y a eu 200 000 morts civils, en Syrie il y en a eu 300 000, au Kosovo il y a eu des bombardements de l'OTAN, tout ça on n'en a pas parlé. Bon, par contre, dès qu'il y a un civil qui est tué dans le Donbass, alors je précise que pour arriver jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui, au début de la guerre, c'est-à-dire sur les positions qui disent, les Russes disent c'était avant le 24 février et les Américains disent non, ça a commencé le 24 février. Entre-temps, deux régions qui s'appelaient Donetsk et Lugansk, dont on a beaucoup parlé, ont fait sécession, ont demandé d'être autonomes. Il y a eu une tentative occidentale et russe de faire ce qu'on appelle les accords de Minsk. Les accords de Minsk qui étaient de trouver une solution qui proposait de donner une certaine autonomie, non pas l'indépendance, juste l'autonomie aux régions de Donetsk et Lugansk, que
la Crimée, bon, là, la Russie avait pris la Crimée, donc ok, on laissait comme ça, mais on neutralisait l'Ukraine pour qu'elle ne rentre pas dans l'OTAN. Et ça, les Ukrainiens ont freiné les cas de fer, ils n'ont jamais voulu mettre en place ces accords où ont participé les États-Unis, l'Allemagne, la France et non pas la Russie. La Russie n'était pas partenaire des accords de Minsk, mais les républiques autoproclamées séparatistes. Voilà. Donc, comme la situation ne s'améliorait pas, qu'est-ce qui a été le déclencheur de l'intervention de la Russie le 24 février? Justement, c'est ça la question. Voilà. Donc, là, les Américains disent, et les Européens disent, voilà, Poutine a attaqué parce qu'il disait, bon, maintenant, on va annexer. Alors, je reviendrai sur les conditions de l'annexion ou du rattachement, selon le vocabulaire. Les Ukrainiens avaient prévu l'Ukraine avait prévu de rejoindre l'OTAN, ce qui voulait dire qu'il aurait pu y avoir une nucléarisation de l'Ukraine, c'est-à-dire des missiles nucléaires de l'OTAN présents en Ukraine, aux frontières de la Russie, et d'autre part avait massé des troupes en février pour reprendre militairement, c'est-à-dire une grande offensive pour attaquer les républiques de Donetsk et Lugansk. Donc là, et aussi la Crimée. Donc là, Poutine a pris les devants. Simplement, il a pris les devants, il a attaqué le premier. C'est l'opération spéciale, dont l'objectif était de mettre à l'abri les compatriotes russophones qui vivaient en Ukraine. Ce n'était pas une opération d'annexion, c'était pour les mettre en sécurité. Donc voilà, c'était ça le début. Voilà, le début donc de la il guerre. a pris les devants en fait. Il a pris les devants ouais. par rapport à une invasion qui allait être un véritable massacre pour les. Et pourtant, en Occident, les médias parlent d'une guerre non provoquée. Eh ben oui, ben voilà. Non, là, le terme n'est en pas ce moment, pertinent du tout le monde. Il faut voir que nous n'avons pas tous les mêmes informations. Nous n'avons pas les mêmes informations en Occident et les Russes n'ont pas les mêmes informations. Et il y a les informations qui sont détenues par ceux qui ont le pouvoir, qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont dans les médias, et c'est valable tant d'un côté que de l'autre, tant du côté russe que du côté occidental. Oui, vous voulez dire par là qu'en Occident, on nous a caché des informations aussi. On a habillé les informations pour que ça apparaisse comme uniquement une attaque de la Russie qui est sortie comme ça du chapeau de Poutine. Russe, quelles sont les informations cachées aussi? Si elles sont cachées, par définition, on ne peut pas les avoir. D'un côté comme de l'autre. Les informations qui sont données, le discours qui est tenu en Russie, c'est nos compatriotes. Alors ça renvoie au discours, à la déclaration de Poutine que tout le monde sort lorsque Poutine a dit la dissolution de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. En fait, on dit, voilà, à partir de ça, il veut reconstituer l'Union soviétique. Mais il faut tenir compte de la phrase suivante. La phrase suivante, c'est « Du jour au lendemain, 20 millions de nos compatriotes se sont retrouvés dans un pays étranger ». Ça voulait dire que du jour au lendemain, 20 millions de Russes se sont retrouvés au Kazakhstan, en Ukraine, un petit peu partout dans les anciens pays de l'Union soviétique, et ils étaient considérés comme étrangers. Et donc ça, évidemment, ça a rompu des familles, ça a rompu... Avant, les gens pouvaient circuler librement, ils pouvaient se marier entre pays, tout ça, c'était un ensemble, c'était comme l'Union européenne d'aujourd'hui. N'importe qui pouvait travailler dans un pays européen, dans un pays de l'Union soviétique. Et là, du jour au lendemain, donc il a commencé à avoir des passeports avec de différents pays, donc les gens n'étaient plus se retrouvaient à l'étranger alors qu'ils étaient russes. Mais si on essaie de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça, et en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous en pensez? De quand date ce conflit? Le conflit, ce que je vois, c'est qu'il est bien antérieur à ça.
Il est bien antérieur et on peut dire même qu'il date de la guerre froide. Il remonte à la guerre froide. Et même si on va même plus loin, la destruction de l'Empire russe, puisque là à l'époque c'était l'Empire russe avant 1917, les Anglais, alors à l'époque où les Américains n'étaient pas aussi puissants, avaient pour objectif d'éliminer la puissance de la Russie. La Russie est le seul pays qui a réussi à maintenir sérieusement une monarchie et ne pas vivre des révolutions post-1789, c'est-à-dire des révolutions démocratiques, libérales, mais vues d'une autre façon. Mais en tout cas, c'était ça qui était dans l'esprit, des révolutions bleu-blanc-rouge qui aboutissaient à soit avoir des monarchies constitutionnelles, soit à décapiter les monarques. Voilà. Alexandre Ier, donc qui était au début qui était le tsar qui a combattu Napoléon, aurait pu être assassiné. Et il y a eu une tentative de coup d'État contre lui qui est très connue en Russie, qui s'appelle les décembristes, et dans lequel il aurait dû être assassiné. Et ça n'a pas été le cas. Donc il est parti, il a laissé le pouvoir à son frère Nicolas Ier, et après il s'est caché, il a prétendu qu'il était mort, mais en réalité il était caché en Sibérie. Mais les Anglais ont toujours voulu propager une certaine vision pour renverser toutes les monarchies, alors mettant soit constitutionnelles, soit les éliminer. Il n'y a que la Russie qui avait réussi jusqu'en 1917 à tenir le coup. Alors, quels sont les enjeux des différentes parties? Alors, les Russes, les Américains, les Européens et les Chinois. Les Chinois, voilà. Alors, aujourd'hui, ce qui semble clair, et je crois que tous les Européens le comprennent, c'est que l'Ukraine, c'est un marteau qui est dans la main des Américains pour taper sur la Russie. Et que l'Ukraine n'a pas d'autre choix que malheureusement de se mobiliser. On leur a mis dans la tête qu'il fallait se mobiliser pour taper sur la Russie. Et ils le font. Et c'est le marteau de qui alors justement? C'est le marteau qui est tenu par les mains des Américains. Les Américains. Parce que en fait, ce marteau, il a été saisi. Ça a été théorisé par des gens comme Brzezinski. C'est-à-dire qu'on fait une coupure. Il faut surtout pas. Le cauchemar des Américains, c'est l'intégration eurasiatique. C'est-à-dire un continent qui soit en paix et autonome de l'Atlantique au Pacifique. Ça, c'est la fin de leur hégémonie et c'est la perte de leur marché. Donc, il y a une diagonale qui va de la Baltique jusqu'à la mer Noire. Donc, qui part des pays baltes, qui passe par l'Ukraine et qui descend à la mer Noire. Et on donne des grands coups de hache là, pour casser toute communication possible entre l'Europe et la Russie et la Chine. Donc, voilà. Là, il y a eu les pays baltes ont été neutralisés. Il restait l'Ukraine. Donc, il devait se passer quelque chose en Ukraine. Les Américains ne pouvaient pas accepter qu'il puisse y avoir l'Ukraine qui rentre dans l'Union économique eurasiatique et d'autre part que les routes de la soie puissent passer par l'Ukraine, sachant que j'ai dit qu'il devait y avoir la signature de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union économique eurasiatique, mais également, toujours en 2013, la Chine était en train de négocier avec l'Ukraine la construction d'un port en eau profonde en Crimée. Donc, ce qui aurait prolongé en passant par le Bosphore, on part du Pirée, donc il y a déjà le Pirée qui est une base chinoise, on passe par le Bosphore et ce port aurait été une porte d'entrée pour la Chine dans l'Europe centrale et orientale, dans les pays d'Europe centrale et orientale. Donc ça ne plaisait pas non plus aux Américains, sachant que
depuis ce qu'on appelle le pivot. L'objectif, excusez-moi, l'objectif des Chinois, ce serait de pouvoir se fournir en matières premières, pétrole et gaz. Surtout de livrer des produits, en dans l'occurrence dans l'autre sens sens. Dans l'autre sens aussi, dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Absolument. C'est ça les enjeux chinois. Tout à fait. Ouais. Donc si l'Ukraine passe sous influence américaine, eh bien, ce sera plus difficile pour la Chine. L'autre enjeu aussi, c'est que si la Russie tombe, et c'est là que j'en viens, puisqu'on est sur Mandela TV, donc je vais mettre un peu plus de temps pour parler sur les enjeux pour la Chine. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Ouais. Ça va suffire. Ouais. L'enjeu pour la Chine, qui reste très calme et qui veut la paix. Si la Russie tombe, si la Russie est démantelée comme c'est voulu en 5 ou 9 territoires, dont certains seraient mis aux mains de libéraux. Imaginez Vladivostok, base OTAN. Vladivostok devient une base de l'OTAN. La route de l'Arctique, c'est-à-dire qui permet à la Chine de relier Hambourg en passant par l'Arctique, elle est plus sous contrôle russe, elle est plus sous contrôle ami. Le gaz qui passe par les gazoducs Force de Sibérie et le futur gazoduc qui doit traverser par la Mongolie, et qui doit arriver enfin, bref. Ça aussi pareil, ce sera plus sous contrôle russe, donc ce sera plus sous contrôle allié. Donc la Chine, ça va beaucoup entraver son développement. Et les enjeux pour les Européens alors? Les enjeux pour les Européens, eh bien moi je dis qu'il va falloir beaucoup de gaz hilarant pour que l'Europe se sorte de cette situation, parce que là on peut dire que la France est en guerre énergétique avec l'Allemagne, à cause des choix qui ont été faits sur le nucléaire, qui a été imposé à la France d'abandonner de sabrer son nucléaire. Donc, voilà, entre la France et l'Allemagne, pour l'histoire du gaz, les éoliennes, etc., c'est le problème. C'est surtout les enjeux énergétiques. Il y a des enjeux énergétiques, il y a des enjeux culturels aussi, de civilisation. Et donc entre la Hongrie, la Pologne, qui ne veulent pas entendre parler des valeurs européennes. Et c'est là que s'il reste peu de temps, je vais terminer là-dessus. La guerre a changé d'objectif pour la Russie, parce qu'elle est passée d'une guerre ce qu'ils appelaient dénazification et dénucléarisation, c'est ce qu'ils qui disaient était axée en disant voilà, le coup d'État de Maïdan, ça a été fait par des successeurs de nazis, des gens qui s'inspiraient des nazis. Mais à partir du moment où les Européens et les Occidentaux se sont impliqués dedans, les nazis se sont devenus l'influence occidentale. C'est-à-dire c'est toute cette civilisation que la Russie ne veut pas, et que ne veulent pas non plus les Hongrois et les Polonais, avec la théorie du genre, les parents 1, parents 2, parents 3, c'est-à-dire on détruit la famille, on permet le mariage homosexuel. En 2020, la constitution russe a été modifiée par référendum, adoptée à 78%, pour intégrer en Russie, il ne pourrait pas y avoir de mariage autre qu'entre un homme et une femme. Donc le mariage homosexuel est interdit en Russie, constitutionnellement. Donc là, c'est devenu une lutte contre ce qu'on appelle une forme de satanisme, c'est-à-dire homosexuel, LGBT, plus de tradition familiale. On interdit les religions, on ne laisse pas de place aux religions. Et donc, on ne veut pas de cette civilisation-là, et on ne veut pas de libéralisme. Alors, ça fait que, en fait, il y a un discours d'un côté. Du côté occidental, on oppose démocratie à autocratie, hein, mais ce que disent les Russes, disent non, c'est pas, et les Chinois aussi d'une certaine façon, disent non, c'est pas démocratie, c'est pas donner le pouvoir au peuple, c'est gérer le peuple. Donc ça devient, c'est pas de la démocratie, c'est de la démonomie. On gère le peuple et non pas on lui donne le peuple. Et l'autocratie qui est dénoncée par
par le clan occidental, ça devient de l'autonomie de l'autre côté. C'est-à-dire que la liberté, elle est dans l'autocratie. Et ça devient c'est plutôt l'autonomie. Voilà. Si je pense, Oui, si on est, ouais. Donc les discours, si on remplace les deux mots, les deux racines des concepts, on passe du concept d'opposer démocratie à autocratie à démonomie, où ce sont des démons, une espèce d'oligarchie démoniaque qui veut manipuler le peuple, et autonomie qui, au contraire, ce que veut par exemple, ce qui est tenu comme discours c'est l'esprit de Shanghai. L'autonomie, c'est la liberté, c'est-à-dire qu'on ne va pas interférer sur les populations, on ne va pas interférer sur les régimes, on va chercher le dialogue, on va laisser la liberté, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et on essaye d'améliorer les choses, d'avoir des échanges gagnant-gagnant. Et lorsqu'il y a des problèmes, on les gère par le dialogue et pas par la force. Et donc le changement d'objectif de Poutine, alors, en un mot? Eh bien, en un mot, c'est de passer de la lutte contre les nazis ukrainiens à une lutte civilisationnelle entre deux façons de voir le monde. D'un côté, un monde unipolaire voulu par les Américains, qui se servent des Européens et qui sont prêts à se battre jusqu'au dernier Européen et encore plus jusqu'au dernier Ukrainien. Et de l'autre côté, un monde multipolaire qui est voulu par la Chine et par beaucoup de pays, y compris l'Afrique et d'autres pays, en particulier des BRICS. Mais finalement, est-ce que les Européens se rendent compte d'être servis de, on va dire, tout dit? J'ai tendance à pour les Américains, ils doivent le savoir. J'ai tendance à penser que les Européens ne sont pas dupes. Les Européens sont des gens qui étaient éduqués jusqu'à un certain moment. On a l'impression qu'une certaine élite, entre guillemets, veut les déséduquer pour qu'ils ne s'en rendent pas compte, et les abrutir avec des jeux vidéo, Internet, et leur donner l'impression qu'ils sont tous des experts. Dès qu'ils mettent un post sur un réseau social, ce sont des génies et qu'ils ont la même valeur que des experts, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même plus écrire une langue correctement, sans faute d'orthographe. Donc, malgré ça, je pense quand même qu'il y a une certaine éducation chez les Européens et qu'un jour, en particulier, il y a une blague en Union soviétique qui était de dire que dans la lutte entre le réfrigérateur et le téléviseur, c'est toujours le réfrigérateur qui gagne. C'est-à-dire que quand le réfrigérateur est vide, on ne regarde plus la télévision. Et finalement, cette guerre qui a monté en intensité, comment va-t-elle se terminer? Alors, celui qui sera vaincu ne sera pas à la table de négociation. Le traité de Versailles, l'Allemagne n'était pas à la table de négociation et les accords de Yalta non plus. Donc le vaincu sera obligé d'accepter les discussions entre les vainqueurs. Maintenant, les vainqueurs, pour l'instant, la boule de cristal, je ne l'ai pas. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ait. On peut imaginer que ce sera celui qui n'aura pas participé à la guerre qui sera le leader de la table, qui va organiser la table de négociation. Et ça peut très bien être la Turquie, et ça peut très bien se terminer à Istanbul, ça peut être des accords à Istanbul, mais ça peut être aussi bien à Shanghai.